BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec nos amis de Challenge, avec HEC bien sûr, avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble, vous le savez, pendant une heure pour faire passer son grand entretien à une personnalité avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, notre invité est quelqu'un que vous connaissez bien sûr, c'est Frédéric Mazzella. Il est cofondateur, président de Blablacar. Il est aussi coprésident Voyage en bafouille de France Digital. Et il est aussi, c'est son nouveau bébé, le fondateur de Captain Cause. Bonjour Frédéric Mazzella. Bonjour Edwige. Et donc merci Edwige. Donc on vous accueille avec vos 3 casquettes, effectivement, celle de président fondateur de Blablacar. Blablacar aujourd'hui, c'est une communauté de 100 millions d'internautes. La seconde casquette très importante, c'est également la coprésidence de France Digital, 2000 startups et 100 VC, 100 investisseurs qui sont également donc dans cette association. Et puis le bébé Captain Cause. Alors là, on est simplement à quelques unités pour les collaborateurs, mais enfin, c'est la promesse qui nous intéresse également pour l'heure qu'on va passer ensemble. Cette interview, elle va être multicanale. Frédéric, elle va passer effectivement sur BFM Business et Challenge sur les sites internet. Elle sera également dans le journal Challenge et le week-end, elle passera en intégrale sur l'antenne de BFM Business. Et puis, on va quand même rappeler aussi, hein, Fred, on est obligatoire que vous présentez sur BFM Business les pionniers de Frédéric Mazzella. Tous les vendredis, 19h. Tous les vendredis, ouais, je reçois des personnalités incroyables. Et on sent que c'est une nouvelle casquette et ça vous plaît. Merci en tous les cas d'avoir accepté d'être avec nous. Alors, mode d'emploi, je vous rappelle rapidement, 4 parties. Première partie, plutôt actualité générale, on sera sur France Digital, sur Captain Cause. Deuxième partie qui est plutôt sur l'actu business, c'est le covoiturage. Avant, il y aura le brief de Bain qui est conduit aujourd'hui par Arnaud Dubois. Et puis, la deuxième partie, on part sur le campus, micro-trottoir, des jeunes HEC, on leur pose la question. Ça vous dit quelque chose, Blablacar, Captain Cause? Vous verrez, c'est intéressant. Et puis, des questions posées par les alumni avec une petite surprise. Tout de suite, question d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Tout de suite, les questions d'actualité. Frédéric Mazzella, avec Vincent, on a réparti un peu les thèmes, comme vous avez beaucoup de casquettes. Ici, on va parler de France Digital, de Captain Cause. Et puis, dans la partie business, on parlera plutôt de covoiturage, de Blablacar, évidemment. Première question, comment se porte l'univers de la French Tech? On a vu que c'était très difficile par ces derniers mois. Est-ce que ça va un petit peu mieux? Est-ce que ça s'améliore? Disons qu'il y a eu un petit retour à la normale, on va dire. C'est-à-dire que même si on regarde les investissements du premier trimestre 2023 sont les mêmes que le premier trimestre 2021. Il y a juste eu une grosse accélération en 2021, début 2022. Et on est en train de rattraper un petit peu les choses un peu plus normales. Donc, bon, voilà, comme dans tout endroit, tout contexte, quand il y a eu une accélération et qu'il y a un rattrapage, après on dit comment ça se fait, ça va plus aussi vite qu'avant. Oui, il y a des petits rajustements. C'est vraiment tout? Je pense, oui. C'est de la même manière que si on se reprojette à une autre époque où il y avait eu une accélération et puis une chute, cette fois beaucoup plus forte, autour des années 2000. Mais justement, si on compare ce qui s'était passé aux États-Unis par rapport à ce qui s'est passé en France, aux États-Unis, ils avaient compris que c'était une accélération et qu'on faisait un rattrapage. Et donc, ils ont continué à investir sur la technologie. En Europe, on a vu ça un petit peu comme la preuve que quelque part, Internet n'allait pas marcher. Résultat, on n'a pas assez investi par la suite en se disant « Ah, mais donc, il y a eu la bulle Internet, c'est tombé, donc on arrête d'investir. » Enfin, et donc, on a pris encore plus de retard. Donc moi, je crois vraiment que c'est une petite correction et que, évidemment, le socle technologique qui amène beaucoup d'optimisation et d'efficacité, il est là et il est là pour longtemps. Et donc justement, si on compare avec les États-Unis où la tech licencie par milliers, par même dizaines de milliers, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on va s'épargner cette étape-là ou est-ce que vous pensez qu'il y a des pertes d'emplois à prévoir? J'ai vu qu'il y a déjà eu plusieurs milliers d'emplois qui ont été
supprimés, enfin en tout cas qui ont été allégés dans les 3 derniers mois là, sur l'écosystème French Tech dans son ensemble. Je crois que c'était 3600 qui étaient publiés la semaine dernière. Et donc oui, il y a une forme de rattrapage. Il n'empêche que de toute manière, c'est un secteur qui est tellement aussi en pénurie de recrutement. Alors ça paraît un peu paradoxal, hein, mais il y a des sociétés qui ont été un petit peu vite sur les recrutements parce qu'elles avaient levé de l'argent, donc elles en ont profité pour recruter beaucoup, et parfois un petit peu plus vite que la rentrée du business en face. Et donc du coup, il y a un rattrapage par la suite, mais il y a aussi un écosystème extrêmement dynamique qui recrute de toutes les startups. Enfin, on regardait ne serait-ce que sur l'intelligence artificielle, on a compté 590 startups qui ont pour cœur de business l'intelligence artificielle. Bon voilà, il y a tout le secteur de l'impact aussi qui crée énormément d'emplois en ce moment. L'impact dans le domaine de l'environnement principalement. Mais justement, la croissance verte, on le voit bien, c'est dans toutes les têtes. Hein. C'est dans nos têtes, c'est dans la tête des gouvernants, c'est la tête des start-upers. Est-ce que ça change, est-ce que ça donne un coup de booster formidable justement à France Digital et à l'univers de la tech? Alors, moi, je trouve que déjà, ça donne un coup de gouvernail dans une direction qui, de toute manière, est à peu près la seule compatible avec notre futur. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Alors, on parle de croissance verte. Pourquoi? Parce qu'on veut à la fois de la croissance et on comprend qu'il faut du vert. Qu'elles soient différentes, oui. Parce que sinon, il y a une chose dont on est sûr, c'est que faire la même chose, continuer de la même manière, ça ne marche pas. Enfin, toutes les courbes nous montrent que le statu quo n'est pas une solution viable sur le futur. Donc, forcément, on doit changer. Changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire différemment, ça veut dire innover, ça veut dire qu'évidemment, le rôle des entrepreneurs et le rôle de l'innovation, il va être central. Parce qu'on ne peut pas faire autrement si on ne... Enfin, c'est même un tautologisme. On ne peut pas faire différemment ou faire autrement sans innover. Donc, il faut bien aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, on voit que le secteur des startups et les entrepreneurs de manière générale ont un rôle prédominant dans la suite. Et après, on met un coup de gouvernail vers la bonne direction plutôt verte, parce que on a bien vu que quand on ne s'en occupe pas et quand toutes les externalités négatives environnementales de nos activités économiques ne sont pas prises en compte, eh bien forcément elles créent beaucoup de problèmes, donc on ne peut pas continuer comme ça. Alors vous nous disiez tout à l'heure qu'en matière de flux de capitaux, les choses n'avaient guère bougé d'une année sur l'autre. Enfin, j'ai pris 2021-2023. Il y a eu une accélération entre bon, les deux. Ouais. Mais on est toujours en retard sur Londres. Comment est-ce qu'on peut, en fait, remplir ce fossé et rattraper les Londoniens? Il faut justement réussir à se positionner sur nos forces. Ça, j'ai envie de dire, ça me rappelle mes classes de MBA, où on apprend que la meilleure manière d'aller loin et fort, c'est de capitaliser sur ses forces et pas sur ses faiblesses. Alors, quelles sont les forces de la zone européenne? Moi, je crois qu'il y a une certaine vision des valeurs qu'on a envie de pousser, qu'on a envie de mettre en avant. Enfin, on le voit à chaque fois que, notamment, l'Europe intervient sur des thématiques. On va se soucier de l'éthique de l'intelligence artificielle, on va se soucier des positions d'ultra-dominance, on va se soucier de différentes valeurs aussi de protection de la vie privée. Ce genre de choses-là, c'est une manière de voir de notre humanité en Europe qui est une source de valeur potentielle pour, on l'espère, les communautés humaines. Et donc, du coup, on peut s'appuyer dessus et faire une différence par rapport à d'autres zones géographiques où aux États-Unis, ils vont plus aller faire de la technologie pour justement principalement un objectif économique. D'autres zones géographiques peuvent avoir d'autres priorités. En Europe, on a envie de faire en sorte que l'humain se sente bien grâce à la technologie. Mais est-ce que malgré tout, le Next 40, est-ce que ça reste encore aujourd'hui une rampe de lancement ou c'est toujours le private equity qui va la panacée malgré les baisses de valorisation? Alors c'est des catégories d'assets différents. Oui. Donc après, le Next 40, c'est un indice qui prend les 40 premières. Voilà. Mais est-ce que c'est une rampe de lancement? Est-ce que, je sais pas... ça peut être un label pour une société qui dit qu'elle est rentrée dans le Next 40. Alors que vous dites non toujours. On dit non à quoi? Au Next 40. Non, on est dedans. Oui, le NES 40, pardon. J'étais sur l'introduction en bourse. Pardon. l'introduction. Oui, non. Au CAC 40, c'est pas qu'on dit non, c'est qu'on n'y est pas. Mais au Next 40, on est dedans. Mais non, après, sur l'introduction en bourse, c'est toujours plus tard. En même temps, c'est jamais tellement bien. C'est jamais tellement le bon moment depuis plusieurs années. Donc... Sur le plan de l'emploi, le paradoxe que vous soulignez tout à l'heure, le fait qu'il y ait ces 3500 jobs en moins, mais qu'en même temps, on a du mal à recruter. Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'il y a à la fois un foisonnement de choses nouvelles à faire. Donc ça, c'est les startups. Et puis après, il y a la difficile croissance au bon rythme
d'une start-up qui devient scale-up, qui devient un petit peu plus grande. Et donc, le rythme de recrutement est quelque chose de très difficile à maîtriser et à gérer. Et donc, en fait, quand vous avez une société qui, pour ses besoins futurs, récupère beaucoup d'argent en millions, dizaines de millions, parfois centaines de millions, et qui doit se rythmer sur le nombre de personnes qu'il va falloir accueillir dans les équipes et grandir correctement, des fois, il y a des erreurs de rapidité. Soit on recrute un peu trop vite, soit on recrute pas assez vite. Et donc, du coup, il y a des petits rattrapages par la suite. Donc, c'est deux phénomènes qui cohabitent. L'un sur la base de création de plein de nouvelles choses qui créent des nouveaux emplois, l'autre sur la base de la compréhension de ce que ça veut dire grandir, devenir une scale-up et recruter au bon rythme. Alors Frédéric Mazzella, la question du reste qui intéressera, vous verrez plus tard, beaucoup d'alumni et beaucoup de jeunes HEC. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer Captain Cause là? Parce que vous aviez un trou dans votre emploi du temps? Alors, parce que je me suis demandé en fait à quoi je pouvais bien être utile en tant qu'entrepreneur, à quoi ça sert un entrepreneur. Et moi j'aime bien faire des choses qui n'existent pas. Ça existe. Vous avez Alexandre Mars aussi qui fait... C'est pas la même. Alors, la plateforme est complètement différente. Alexandre Mars fait quelque chose de très bien, effectivement. Mais nous, on a une plateforme qui va impliquer les entreprises, puisque là, c'est du financement par les entreprises, et puis les associations après qui sont financées, mais également toutes les parties prenantes des entreprises, c'est-à-dire les collaborateurs et les clients. Donc, en fait, on a une plateforme triface qui implique à la fois la structure entreprise, ses parties prenantes, clients et collaborateurs, et les projets impact qui sont financés. Donc c'est assez différent, c'est un type de plateforme qui n'existe pas en fait aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que j'aime pas aller refaire ce qui existe déjà, et puis surtout quand je réfléchis à certaines problématiques et qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille dessus, je me dis c'est super, je vais pouvoir faire autre chose. Et là ça correspond alors d'une part à quelque chose qui n'existe pas, mais surtout à quelque chose qui, je pense, est extrêmement utile pour rapprocher justement notre monde économique de son contexte. Son contexte, c'est quoi? C'est tout notre environnement, notre planète. Mais comment on gagne de l'argent avec cette notion un petit peu compliquée à faire passer de mécénat participatif? Alors, c'est tout simplement parce que les entreprises ont un intérêt grandissant à tout simplement se rapprocher de leurs parties prenantes, que ce soit les collaborateurs ou les clients. Beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui du mal à recruter, notamment les nouvelles générations qui sont en recherche de sens. On voit, les jeunes ne choisissent pas exactement leur métier de la même manière que la génération d'avant. Ils vont rechercher beaucoup plus de sens dans l'action qu'ils vont pouvoir mener au niveau professionnel et ils sont plus intransigeants. C'est-à-dire que même si on regarde au niveau générationnel, la génération d'avant moi pouvait se dire que le changement climatique c'était quelque chose de virtuel. Ma génération, on voit bien les courbes, on a compris qu'il y a un problème. La génération d'après, ils disent ne vous inquiétez pas, on a compris, le mur il est pour nous. Donc ils réagissent pas du tout de la même manière. Donc ça déjà il y a un problème de recrutement que le sens peut aider à améliorer donc pour les entreprises. Donc mettre en place une plateforme comme Captain Cause, ça redonne du sens aussi à l'action professionnelle. Et après pour les clients c'est la même chose. Vous avez 93% des gens qui se sentent impuissants par rapport à tous les changements qu'on vit et qui se disent que c'est aux entreprises, il y a plus de 90% des gens qui se disent que c'est aux entreprises d'agir parce que c'est les entreprises qui ont les moyens de changer les choses. Et vous avez drainé combien d'argent pour l'instant? Aujourd'hui c'est un demi-million d'euros qu'on a transacté. Donc voilà, c'est un début. En même temps on a 120 sociétés qui nous ont suivis depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on est lancé. Donc c'est pas si mal, j'ai envie de dire, pour un lancement d'avoir déjà 120 clients en 6 mois. Un bon début. Tout de suite, le brief de Bain sur autre casquette sur Blablacar et covoiturage. Après, ça sera les questions business. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour donc avec Frédéric Mazzella et donc pour ouvrir cette séquence business, quoi de mieux que de recevoir effectivement Bain et Arnaud Dubois, son associé spécialiste des questions de mobilité et d'automobile. Alors c'est à vous, vous avez 3 minutes pour convaincre Frédéric Mazzella et Blablacar de faire appel à Bain. Merci beaucoup Vincent et Edwige. Frédéric, bonjour, je suis enchanté de vous rencontrer, de pouvoir échanger sur Blablacar, la première licorne française. Alors, Blablacar, c'est de la mobilité. La mobilité, c'est un marché en très forte croissance. Bain s'attend à ce que le marché triple pendant les 10 prochaines années. Et c'est un marché qui intéresse énormément de monde, même si, je crois aujourd'hui, personne n'a vraiment trouvé le modèle rentable qui permettra de l'emporter. Alors c'est assez paradoxal puisque vous le savez, aujourd'hui, on en a parlé, le marché s'intéresse de plus en plus à la rentabilité après des années de course à la croissance. Alors, néanmoins, dans ce contexte, vous êtes un précurseur, vous avez lancé un nouvel usage que vous avez structuré, qui est adopté aujourd'hui par plus de 100 millions de personnes à travers le monde, une véritable communauté. Et puis surtout,
vous avez permis d'offrir une nouvelle alternative crédible, concrète et surtout écologique à la conduite individuelle. Donc aujourd'hui, BlaBlaCar, c'est le leader mondial du covoiturage longue distance. Et donc, beaucoup de voyantes sont au vert. Néanmoins, je vois 4 défis pour BlaBlaCar dans les prochaines années. Premièrement, la question de la rentabilité, qui passera à mon sens par plusieurs chantiers. D'abord, la monétisation des services dans l'ensemble des géographies que vous couvrez, ce qui n'est, je crois, pas encore le cas aujourd'hui. Je crois aussi que ça dépendra du succès de Daily, votre offre de courte distance pour les trajets du quotidien, qui permettront à la fois d'augmenter les revenus, mais aussi de les rendre plus récurrents, ce qui est un élément important. Et puis, troisièmement, ça peut aussi poser la question du modèle des bus, de BlaBlaBus, qui sont sans doute un peu plus éloignés de votre core business et qui ne bénéficient pas, à mon sens, des mêmes effets d'échelle que le reste de votre activité. Deuxième défi, la croissance. Je l'ai dit, vous avez eu une performance remarquable par le passé. Vous vous focalisez maintenant sur l'Europe de l'Est, sur l'Amérique latine. Ça pose la question tout de même de votre place en Russie, qui était avant la guerre en Ukraine votre premier marché avec plus de 30 millions d'utilisateurs. Et puis potentiellement, ça peut aussi reposer la question des États-Unis, qui sont un marché évidemment potentiellement très attractif. Troisième défi, l'expérience utilisateur, sur lequel vous travaillez beaucoup et qui est évidemment essentiel, à la fois pour fidéliser vos utilisateurs et en acquérir de nouveaux, pour développer des nouveaux services qui sauront répondre à leurs attentes, et puis enfin, pour faciliter la monétisation de ces services. Dernier défi qui, je crois, est le plus important, préparer l'avenir. Et pour cela, accélérer sur le multimodal pour devenir ce que vous espérez être, c'est-à-dire la première plateforme ou la première marketplace de la mobilité. Alors Arnaud Dubois, derrière ces 4 défis, vous avez droit à une seule question. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Merci Vincent. Alors ma question justement, c'est le multimodal, c'est vraiment le marché vers lequel tout le monde veut aller, dans beaucoup d'industries, à commencer par les constructeurs automobiles. Alors, sur quoi voulez-vous vous différencier pour l'emporter? Alors, très très bonne question. Excellent. Alors effectivement, il y avait 4 sujets sur lesquels j'aimerais bien réagir, donc je vais essayer de faire une réponse qui le tour en 1 minute 21 secondes. D'accord, Frédéric Mazella. 1 minute 17 déjà. Donc alors, le multimodal, pourquoi on a un atout en fait absolument unique? C'est parce qu'on a une communauté de dizaines de millions de voitures, et que la voiture, c'est un petit peu le plugin universel de mobilité. La voiture, ça va partout. Ça va aussi bien en pleine campagne chez notre grand-mère à Paimpol, que en station de ski, que à l'aéroport, que à la station de bus, que à la gare. Et donc en fait, quand on cherche à combiner les moyens de transport, très souvent, ça finit ou ça commence par une voiture. Donc nous, on a le réseau des voitures, c'est le réseau de tous les conducteurs qui offrent leur place dans les véhicules, et en le combinant avec les autres moyens de transport, que ce soit le train, le bus, ou pourquoi pas même dans certains cas l'avion, eh bien on se retrouve avec la possibilité d'avoir un trajet qui est de bout en bout, et qui combine un petit peu le meilleur de tous les mondes, à savoir la rapidité, le confort et la précision. C'est le principe même d'aller faire du multimodal. Alors on fait déjà du multimodal avec du bus et du covoiturage, longue distance et courte distance. On prévoit de faire de l'intermodal, puisque là, ce dont je parlais, c'est plutôt de l'intermodal, avec des interconnexions, justement, entre ces moyens de transport. C'est-à-dire que quand vous allez pouvoir réserver d'un point A à un point B, un point A apparaît potentiellement très isolé à une ville, un centre-ville, vous allez pouvoir faire un bout en covoiturage, un bout en train, ou un bout en covoiturage, un bout en bus, un bout en train, et on va pouvoir vous packager tout ça en une seule expérience. Et je pense que BlaBlaCar a justement cet atout absolument unique d'avoir le réseau des voitures déjà déployé dans plus de 22 pays. Eh bien, merci donc pour ce brief et cette réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Arnaud Dubois, très intéressant. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour dans l'entretien HEC donc de Frédéric Mazella, et là avec sa casquette président fondateur de BlaBlaCar. Alors, ce covoiturage dans les nouvelles mobilités, quelle est la place que cela représente aujourd'hui? C'est-à-dire que le covoiturage en général, pas simplement BlaBlaCar, dans les nouvelles mobilités, par rapport au train, par rapport à c'est quelques pourcents quand on regarde les trajets longue distance. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'opportunité, nous, d'aller plutôt chercher les trajets qui, aujourd'hui, sont faits seuls en voiture.
le plus grand réservoir de covoiturage, ce sont les voitures vides. Et c'est vraiment... Il y en a combien vous avez si on prend alors sur le covoiturage... Non, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Ouais, sur le covoiturage domicile-travail, sur les trajets domicile-travail, le matin et le soir, c'est 18 millions de voitures qui font le trajet tous les matins, tous les soirs, à vide. Donc déjà, on peut asseoir la France entière tous les matins et tous les soirs dans les voitures qui vont au travail. Donc ça donne quand même une idée de l'ampleur des kilomètres parcourus à vide. Il faut voir aussi qu'évidemment, les voitures... Alors, on parlait tout à l'heure d'écologie et d'enjeux par rapport à une forme de sobriété d'énergie future. Il faut voir qu'une voiture qui se déplace avec un seul conducteur à bord, c'est 96% de l'énergie qui est dédiée à déplacer la tôle et à faire de l'effet Joule. Il n'y a que 4% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer le corps humain quand on déplace une voiture avec un seul être humain à bord. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de mettre 2, 3, 4 personnes par véhicule pour améliorer évidemment de beaucoup le ratio énergie et pollution émise et dépensée par personne transportée. Et que par rapport à ces chiffres quand même assez forts que vous nous donnez, est-ce que la prime gouvernementale a changé quelque chose? Alors oui, on a, donc ça c'est depuis le premier trimestre, on a eu 80 000 nouveaux conducteurs sur des trajets domicile-travail qui se sont inscrits. Alors tout à l'heure on parlait de 18 millions, donc 80 000 c'est toujours modeste par rapport à 18 millions. C'est un début. Quand même, ça va dans le bon sens. Et donc l'objectif c'est d'arriver à 3 millions de personnes qui covoiturent régulièrement sur des trajets domicile-travail avec un objectif d'économie de 4,5 millions de tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, Blablacar tout entier permet une économie de 1,5 million de tonnes de CO2 chaque année. Alors 1,5 million, ça peut ne pas forcément parler, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris chaque année, qui est à 1,3 million de tonnes de CO2. La France, ça émet à peu près 500 millions de tonnes de CO2, donc ça vous donne un indice. Donc 1,5 million, ça représente 0,3% à peu près des émissions globales de la France, et ça représente 3% des émissions du parc automobile de voitures. Donc on va déjà dans le bon sens pour les économies. Évidemment, on parle encore en pourcent, pas encore en dizaines de pourcents, et tout notre objectif, c'est d'aller chercher justement les dizaines de pourcents d'économies. Alors Frédéric Marzalet, on vous a connu comme fondateur de Blablacar, puis comme son principal dirigeant, et aujourd'hui vous êtes président. Pourquoi avoir connu cette évolution de fonction au sein de la start-up que vous avez fondée? Je pense que c'est très sain. Je pense d'ailleurs que si on regarde... Parce que vous êtes encore jeune, hein? Oui, tout à fait. Pas complètement, mais vous êtes encore jeune. Je serai jeune tout le temps. Oui. Je suis dans les 40 et quelques, on va dire. Et donc, en fait... je pense que c'est très sain et qu'on ne le fait probablement pas suffisamment, assez souvent en France, de séparer la fonction de président et directeur général. D'ailleurs, il y a deux fonctions, hein, même dans les statuts. Mais enfin, très souvent, on les mélange. Ça fait deux rôles pour une personne. Alors déjà, ça fait que la vie de la personne n'est pas forcément très facile parce que quelque part, il bosse 2 fois plus que tout le monde, pour pas dire 3 ou 4 fois plus. Et d'autre part, c'est dommage parce qu'on se prive de la possibilité justement d'avoir 2 personnes au lieu d'une. Et puis là, il y a un autre cofondateur en plus. Et voilà. Et moi, j'ai la chance d'avoir un super cofondateur qui est Nicolas Brusson, qui justement avec qui on a pu se répartir entre direction générale et présidence. Les Américains le font beaucoup plus, hein, ils ont des chairman et des CEO. En France, très souvent, quand on traduit CEO, on traduit par PDG, mais c'est pas pareil. En fait, CEO, c'est directeur général, c'est celui qui dirige toutes les opérations. Ensuite, le président ou le chairman, c'est celui qui va plutôt avoir une vision aussi capitalistique et relation au board et au conseil d'administration, et qui va évidemment réfléchir au niveau stratégie et vision avec la direction générale. Mais c'est 2 rôles différents. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir le faire grâce effectivement au fait qu'il y avait Nicolas Brusson avec qui on a pu bien se répartir les rôles. Vous vivez du déplacement et vous avez connu, comme nous tous, la pandémie où on ne pouvait plus se déplacer. Quelle incidence ça a eu sur Blablacar et notamment aussi sur ce sujet de la rentabilité qu'Arnaud Dubois évoquait, dont on a l'impression à l'écouter qu'elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore là? Alors, ça s'est vu sur les courbes, si c'est ça la question. C'est-à-dire que même pendant le premier confinement, on avait une baisse de volume de 99,8%. Parce que ça a failli vous tuer, quoi. C'était ça, oui. Ah ben, alors, si on n'avait pas été prévoyant sur toutes les années d'avant, en ayant une trésorerie extrêmement saine et justement visionnaire, ça aurait pu nous tuer. Là, techniquement, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça ne nous a pas tués. D'une part, on avait bien prévu, donc en trésor, on n'était pas en danger, en trésorerie. Et d'autre part, on a pris, et justement, ça c'est Nicolas qui a une expérience des crises, on a pris les bonnes décisions dès le début de la crise, à savoir réussir à réallouer nos forces et à ne pas nier le fait qu'il y avait un gros nuage noir qui arrivait et à prendre les bonnes décisions assez rapidement. Mais la rentabilité, c'est pour quand? Alors la rentabilité, on y est là. Enfin, en fait, on est à l'équilibre là en ce moment. On a sur l'année 2022... En 2023, vous serez à l'équilibre?
Ouais, oui. Et là, en 2022, on est quasiment à l'équilibre. Et il faut voir que justement, par rapport à l'autre question qui était mentionnée tout à l'heure, on a encore la moitié de notre inventaire qui n'est pas justement monétisé. Donc en fait, on a ce réservoir-là, la moitié de notre trafic des passagers qui font du covoiturage dans le monde, qui ne sont pas monétisés. Donc en fait, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut aller chercher. Donc en termes de rentabilité, si vous voulez, et c'est la raison pour laquelle on a quand même des investisseurs internationaux de renom qui ont mis des sommes incroyables sur Blablacar, c'est aussi parce que le modèle économique du covoiturage, lui, il est parfaitement équilibré. Et donc il est équilibré au niveau mondial. Après, tout est une question de dosage. On parlait tout à l'heure de l'accélération par rapport au recrutement. Ce n'est pas la seule accélération qu'il faut gérer quand on a une société qui passe de 5 à 500 collaborateurs en 5 ans. C'est aussi justement la volonté que l'on a d'aller s'étendre dans des nouvelles géographies, à quelle vitesse, avec quel budget, avec quel outil, avec quelle stratégie. Tout ça, ce sont des choses qui sont dynamiques. Et donc, c'est ça qui fait jouer sur la trésorerie quand on prend les décisions. Parce que si on voulait être rentable demain, c'est très simple. Il y a plein d'investissements qu'on couple. Et le truc, il marche et il est rentable. Maintenant, tout le jeu, justement, et c'est ce qu'on fait quand on lève de l'argent, c'est d'aller le dépenser efficacement pour optimiser à la fois la croissance et l'investissement sur le futur. On vous demande d'être rentable maintenant. On nous demande, c'est un petit peu fort. Je pense pas qu'on nous demande. Je pense que nous, on a envie de le faire. On arrive dans une zone où on va pouvoir justement maintenant faire de la croissance avec rentabilité. Et ça, effectivement, c'est une forme de Et vous faites de la croissance maturité externe puisque vous venez de racheter Klaxit. Oui, pour le covoiturage domicile-travail. Parce que le covoiturage domicile-travail, c'est quelque chose d'une part qui est dans notre ADN, d'autre part sur lequel on croit. Auquel on croit énormément, parce qu'il y a la moitié des kilomètres parcourus par les voitures qui sont faits sur les trajets domicile-travail. L'autre moitié, je schématise, mais l'autre moitié sur les trajets longue distance. Et donc, nous, tous ces kilomètres-là, ils nous intéressent énormément parce que c'est autant d'économie d'énergie, autant d'économie de pollution, autant d'économie pour toutes les personnes, évidemment, aussi financièrement, qui font les trajets. Donc, en fait, c'est la même chose que du covoiturage longue distance, mais sur un autre type de trajet. Et de la même manière que on voit bien que les usages sont différents entre le métro et le TGV. C'est exactement la même chose en fait sur le covoiturage. C'est pas pareil de faire du covoiturage sur des petites distances pour aller au travail, aller et venir dans la même journée, que de faire du covoiturage sur des longues distances. Et nous, on veut faire les deux. Merci beaucoup Frédéric Mazella. C'est la fin de cette première partie. Dans un instant, on va déjà, vous voyez, ça passe vite. On va partir sur le campus. Et après, c'est les alumni qui vous ont posé des questions auxquelles vous devrez répondre, évidemment. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour donc dans l'entretien HEC avec Frédéric Mazella, le président fondateur de Blablacar. On est encore ensemble pendant une demi-heure avec des questions des alumni qui vont venir et puis des questions plus personnelles à la fin. Mais tout de suite, place au micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'HEC auprès d'étudiants, des propos qui ont été recueillis par Estelle Plaguet et Sarah Ben Nasser. Écoutez Frédéric. Si tu dois absolument partir en voyage ou juste te déplacer et qu'il n'y a pas de train, pas d'avion, tu penses à quoi? Blablacar. On connaît Blablacar. Je pense que je suis ambassadeur. C'est une plateforme de covoiturage et ils ont aussi des bus si ma mémoire est bonne. Je viens du Liban et dans mon pays, je ne monterai jamais en voiture avec des inconnus. Mais en France, je pense que si. Est-ce que vous pensez que le covoiturage ait un réel impact positif sur l'environnement? Oui, mais l'idéal serait de moins prendre la voiture. Si on a besoin de transporter 5 personnes à un même endroit, plutôt que de prendre 5 voitures, ce qui équivaudrait à un taux d'émission multiplié par 5, si on les met tous dans la même voiture, les émissions ne proviendraient que d'une seule voiture. C'est les individus qui vont poster leur trajet, donc ils vont le faire dans tous les cas, et après c'est qu'un plus s'il y a des passagers qui montent. Est-ce qu'ils feraient pas le trajet s'ils étaient tout seuls? On est en master spécialisé sustainability, donc c'est des grosses questions. Vous savez qui est le fondateur de Blablacar? Frédéric Mazella. Vous l'avez rencontré de loin. C'est aussi le fondateur de Captain Cause. Ah mais voilà, mais on était avec eux. C'est une solution qui permet aux entreprises de permettre à leurs employés de faire des dons à des associations. Il me semble que c'était pour remplacer un peu les cadeaux de fin d'année. Ça permet, je pense, pas mal de gagner en visibilité sur les associations qui existent. Parce que pour l'instant, j'ai pas tout en tête et ça me pourrait me permettre d'en connaître d'autres. Si j'avais une entreprise,
Je préférerais choisir moi-même une association, de préférence où des gens que je connais travaillent, comme ça je sais s'ils ont un vrai impact. C'est toujours compliqué en fait de mêler entreprise, donation, parce qu'à partir du moment où on fait un don et qu'on passe par une entreprise, on sait que tout notre don ne va pas, enfin il y a un moment dans le business model, il y a quelque chose où ça va coincer en fait. Moi si j'étais un employé, je serais contente d'avoir en cadeau de fin d'année un don à faire à une association. Pour ceux qui ne sont pas français, par exemple, et qui veulent démarrer une start-up à Paris, ils ne savent pas qui appeler ou commencer. Je pense que ça facilite vraiment la communication. C'est beaucoup mieux de pouvoir utiliser leur savoir-faire, leur base de données et leur réseau. Si tu devais faire un don à une association, tu penseras à laquelle? J'irais plus vers le médical. Probablement l'UNICEF. La Croix-Rouge. Aussi parce que voilà, mes parents ont donné à la Croix-Rouge, c'est quelque chose assez culturel aussi j'imagine. Comme ils sont hyper impliqués dans le covoiturage, je pense que ce serait hyper smart de financer des développements de projets type batterie, type hydrogène, etc. Une association avec le moins de frais d'administration possible. Je me tournerais plus vers ceux qui aident les gens du Moyen-Orient. La recherche contre le cancer. Soit Greenpeace, soit Sea Shepherd. Ça dépend de ce que l'entreprise fait. Si on travaille dans le luxe, c'est bien de faire quelque chose pour empêcher le travail des enfants. Et si vous étiez en face de Frédéric Mazella, quelles questions lui poseriez-vous? À San Francisco, je crois qu'ils ont des voitures autonomes pour, par exemple, les trajets en ville. Est-ce qu'ils ont pensé pour Blablacar, quoi? Quel est le secteur qui reçoit le plus de dons? Ouh là là, Frédéric Mazella, je vous vois t'en prendre plein de notes là. Oui, parce que... 2-3 réflexions quand même, parce que c'est intéressant. Hein. D'abord, vous êtes une star, et ils vous connaissent. Hein. Oui, c'est marrant, là, Ouais. et même la notoriété de Captain Cause. Je Ouais. suis très agréablement surpris, Ah, vous parce que allez c'est quand voir même très ensuite. très récent. Mais non, alors plein de très bonnes questions, et en fait, on a des réponses à quasiment toutes les problématiques qui sont levées. Hein. Alors, environnement, oui, mais c'est-à-dire prendre la voiture. Moins prendre la voiture, oui. Voilà, moins prendre la voiture. Bah oui, mais enfin, en fait, on fait aussi. C'est déjà mieux de prendre la voiture. Hydrogène, voiture autonome là-dessus. Voiture autonome, bah, ça reste, nous, notre volonté, c'est d'aller partager. Donc, en fait, la voiture autonome, c'est une autre technologie. Il y a plein de révolutions dans la mobilité hein, aujourd'hui. Il y a non seulement la connectivité, mais il y a aussi l'autonomie, voilà, on en parle. Il y a le partage. Et puis, il y a la motorisation aussi qui est changée entre le thermique et l'électrique. Donc, enfin, il y a plein de révolutions en même temps. Nous, on agit sur le partage. On veut rentabiliser quelque part le fait que quand on a un véhicule en mouvement, on le remplit correctement avec un maximum de personnes. Après, quand on parle de, alors côté Captain Cause, d'aller donner à des associations comme l'UNICEF, Greenpeace ou Croix-Rouge qui ont été citées, bah justement, Captain Cause veut venir aussi, quelque part, mieux redistribuer tout l'argent qui est envoyé à l'intégralité des projets. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais enfin, il y a 33% des fonds qui vont à 1/10 des associations. Pourquoi? Parce que c'est toujours celles qui sont les plus connues, qui d'ailleurs dépensent beaucoup d'argent en marketing pour se faire connaître, pour récupérer des dons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations dans lesquelles la moitié des dons reçus repartent en frais marketing pour se faire connaître et récupérer des dons. Justement, avec une plateforme comme nous, intermédiaire entre les entreprises et les associations, on est une source de financement qui n'a pas besoin d'être marketée et d'avoir des frais incroyables de publicité pour se faire connaître, puisqu'ils sont directement sur la plateforme, et que c'est ça qui leur fait la publicité. Donc en fait, les frais sont divisés par 10. Donc voilà, il y a après... on va s'arrêter là. On va s'arrêter, parce que vous allez voir, il y a encore plein de questions. Voilà, Là, juste dites-nous, puisque c'est le moment de remplir vérité. ces déclarations et puis d'être exempté j'ai avec pas l'IFI, encore, quelle est la bonne association qu'on a oublié qu'il faudrait pousser? Alors justement, c'est pas forcément des noms très connus. Il y en a plein après. Hein, Je pense à Pure Océan, je pense à Ma Petite Planète. Voilà. Bon, il y a après des programmes de reforestation, il y a des programmes d'insertion sociale. Il faut aller voir sur la plateforme parce qu'en fait, il y a déjà une centaine d'associations qui sont sélectionnées sur Captain Cause. Ce sont des gens justement, on parlait de confiance tout à l'heure parce que quelqu'un disait oui, moi je veux savoir à qui je donne. Bah, justement, sur Captain Cause, on sait à qui on donne. Nous, on est en contact avec les associations en permanence. Maintenant, on va grandir un tout petit peu. C'est les alumni qui vont vous poser des questions. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Dernière partie. Ah bon, tiens, j'ai commencé par une question, parce qu'on a dû les sélectionner, parce qu'il y en avait beaucoup, donc un petit peu dans tous les ordres. Question de petite surprise, quelqu'un que vous connaissez bien. Tiens, je vous laisse découvrir. Salut Fred. Alors ça fait près de 3 ans qu'on travaille ensemble, notamment sur Captain Cause évidemment. Et au fil de ces 3 ans, j'ai toujours été impressionné par l'énergie que tu vas placer dans les projets que tu portes et que tu lances. On pense que ton café a quelque chose de magique.
Et donc ma question, ce serait de savoir qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui te fait avoir cette énergie infinie qu'on te voit avoir et donner à tes projets. Georges Badevant, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ah oui, ça me touche beaucoup. J'ai envie de dire déjà, l'équipe, et des gens comme Georges, et l'équipe aujourd'hui avec qui je travaille, on a une dizaine, ils ont tous entre 24 et 30 ans, et eux-mêmes ont une énergie, une vision et une envie d'aller améliorer les choses qui donnent envie. Après, en parallèle de cela, justement, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'aller construire quelque chose qui n'existe pas et que j'estime être utile pour le monde de demain. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est ça sur le long terme. Et à chaque fois qu'on peut avoir une petite perte de motivation, souvent liée soit à un manque de sommeil, soit à un passage peut-être un petit peu plus difficile de quantité de travail ou de différentes problématiques, se ramener à la mission, se ramener à la raison pour laquelle justement on fait tout ça et on investit toute cette énergie, ça redonne une énergie justement... inarrêtable. Frédéric Mazella, la deuxième question est aussi pour Captain Cause. Elle est posée par Aurélie Gallet d'Action contre la faim. Bonjour Frédéric Mazella, je m'appelle Aurélie Gallet, HEC Promo 96. Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur privé, j'ai rejoint une grande ONG française, Action contre la faim, où je lève des fonds auprès des entreprises. Ma question portera donc sur votre nouvelle start-up Captain Cause. D'autres plateformes de crowdfunding et de financement de projets solidaires ont déjà vu le jour avant la vôtre. L'une de leurs limites est la difficulté à utiliser les fonds fléchés vers un projet lorsque la totalité du montant du besoin n'est pas atteinte. En quoi votre plateforme est-elle différente et peut-elle garantir l'utilisation des fonds collectés? Merci. Alors, ce que l'on fait, c'est que les associations ouvrent un projet. Et justement, tant qu'elles n'ont pas le financement nécessaire, elles ne le lancent pas. Donc en fait, mais on peut l'ouvrir autant de temps qu'on veut. Alors, ce n'est pas une solution de crowdfunding au sens traditionnel. Captain Cause, expliquons ce que c'est un petit peu. Ce sont des entreprises qui vont allouer un budget et ensuite ce sont les particuliers, donc les individus, les gens, les personnes physiques, donc collaborateurs et clients qui vont choisir de l'allocation de ce budget-là. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller en permanence proposer aux entreprises les projets qui sont diffusés sur la plateforme par nos associations. On a une centaine d'associations aujourd'hui, on en aura plus évidemment au fur et à mesure des jours. Et ensuite, ces entreprises-là vont aller mobiliser, sensibiliser également leurs collaborateurs et leurs clients pour aller flécher cet argent-là. Et tant qu'il n'y a pas suffisamment d'argent sur les projets, on n'envoie pas forcément l'argent. Au-delà de ça, quand les projets sont réalisés, il y a des nouvelles, c'est-à-dire que Captain Cause est aussi une plateforme d'information et de suivi sur les projets réalisés, ce qui augmente la confiance. Troisième question de Christian Coutenceau. Bonjour Frédéric Mazella, je suis Christian Coutenceau, exécutif MBA HEC 2001, consultant en stratégie innovation et monteur de projets entrepreneuriaux portés par des femmes dans le cadre du programme Stand-up d'HEC. Vous êtes un créateur de liens et de désenclavement par la mobilité. Dans la continuité de la mission Blablacar, ma première question est, avez-vous des projets dans le ferroviaire? La deuxième question liée est, que diriez-vous de penser chaque station, chaque arrêt, chaque gare, comme un accélérateur, un activateur, un hub de développement territorial pour des projets tels que Captain Cause? Je vous remercie. Alors, le train, oui, c'est prévu. On l'a dit, donc ça fait partie de la stratégie multimodale, intermodale. Donc, à horizon X mois, ce sera possible de réserver. Les trains, le train SNCF, oui. La possibilité de réserver des billets de train sur la plateforme Blablacar, ça arrive, ça va venir. Voilà. Alors, je ne peux pas donner de date, j'ai dit X mois. Voilà. Je sais bien, mais quand? Voilà, quand même. X. Après, sur ce qui est des stations et de les transformer en pôle pour Captain Cause, alors il y a un intérêt local évidemment, mais ça, de toute manière, quelque part, les projets eux-mêmes sont déjà localisés en fonction des régions. Sur les stations, on a 2 millions de points de rencontre dans le monde, donc ça fait quand même beaucoup sur Blablacar, justement. Enfin, ce qu'il appelait les stations, ce sont les points de rencontre, justement, là où les gens montent dans les voitures et descendent des voitures. Donc il y en a 2 millions dans le monde, donc ça fait beaucoup. Donc il faut choisir quand même ceux qui seraient les plus pertinents et les plus qui voient le plus de gens passer.
Et après, bon, la pertinence par rapport aux projets locaux, c'est à voir. Enfin, je ne sais pas par où, quel est le point d'achoppement, quoi, exactement. Parce que, en tout cas, la réponse 2 millions versus, par exemple, 3000 gares en France, on voit bien qu'on est dans des échelles totalement différentes. La quatrième question vient de Jean-Baptiste Mattray. On revient, je pense, à Captain Cause, puisqu'il nous vient de Médecins du Monde. Bonjour, Jean-Baptiste Mattray, je suis HEC 89, je suis le directeur du développement et de la communication de Médecins du Monde. Tout d'abord, un grand bravo pour vos projets qui allient rentabilité et impact social. Vous imaginez bien que, dans la mesure où je m'occupe de ressources de l'association Médecins du Monde, je suis particulièrement intéressé par votre projet de plateforme qui met en lien entreprises et associations, avec 2 préoccupations et une question. La première préoccupation est qui dit plateforme dit intermédiaire et dit risque d'opacité et de perte d'un lien direct entre les associations et les financeurs. La deuxième préoccupation est qui dit plateforme dit bien souvent start-up, qui sont des entreprises qui sont très fortement valorisées et qui malheureusement ont une rentabilité très faible et avec lesquelles on a souvent beaucoup de mal d'avoir des financements directs. D'où ma question. Comment est-ce que vous voulez donner plus de poids aux associations sans lesquelles votre projet n'existerait pas? Merci beaucoup. Alors on donne beaucoup plus de poids aux associations dans la mesure où de toute manière les associations sont véritablement ce qui est le cœur de la raison d'être de Captain Cause. Donc ça ne peut pas être plus clair que ça. Ensuite sur... l'intermédiation d'une plateforme entre entreprises et associations, justement, c'est une intermédiation technologique, mais qui n'est pas liée à une puissance de communication des associations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur permet d'être connus des entreprises par notre intermédiaire sans débourser 1 euro de plus, alors que d'habitude, quand elles sont toutes seules hors plateforme, elles ont besoin d'énormément communiquer pour se faire connaître et des entreprises et des particuliers et récupérer des dons. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est ça qui grève énormément le budget des associations. Enfin, il faut se rendre compte, quand on parle de 50% des frais qui partent en marketing de cette manière-là, c'est-à-dire que vous donnez 100 euros à une association, il y en a 50 qui sont partis pour faire de la pub. Ouais. Donc quand vous faites une plateforme... Mais parce que sinon, vous ne récupérez pas les 100 euros. Voilà, exactement. Bah oui, mais donc c'est quand même quelque part un drame. Donc justement, avec une plateforme technologique optimisée entre les deux, on permet aux associations d'avoir des flux d'argent sans avoir à dépenser de la publicité, puisque nous, on est en contact avec les entreprises et qu'on va chercher directement les budgets auprès des entreprises en présentant les associations. Donc quelque part, on diminue énormément, enfin c'est même pas quelque part, c'est totalement, on diminue de beaucoup les frais marketing, c'est un de nos objectifs aussi. Et après, pour ce qui est de la rentabilité d'une start-up, tout est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver le bon prix pour arriver à avoir un service qui amène une certaine valeur ajoutée et qui est facturé le prix qui lui permet de survivre. Bon, ça, c'est tout un équilibre de gestionnaire, j'ai envie de dire. Vous avez fixé quel objectif? Dans X mois, je sais que vous allez me répondre ça, Frédéric, mais plus sérieusement, c'est quoi comme là, on regarde. Alors, le crowdfunding aujourd'hui prend 8% sur les frais transactés. Ouais. Je parle du crowdfunding, pas de nous. En moyenne, le secteur, c'est à peu près ça. C'est-à-dire quand il y a 100 euros qui sont levés, il y a 8 euros qui vont à la plateforme de crowdfunding. On est loin déjà des 50% de... Et nous, suivant les cas, suivant les montants transactés, aujourd'hui, on est entre 2 et 10%. D'accord. Voilà. Une question qui me concerne un peu, c'est une question de Marianne Gérard. Bonjour, je suis Marianne Gérard, promotion 98, journaliste. Frédéric Mazella, vous avez participé il y a 1 an à une campagne vidéo très réussie, devenue virale sur les réseaux sociaux, qui était organisée par le collectif Sista et pour dénoncer les stéréotypes et les biais dont les femmes dirigeantes pouvaient être victimes. La vidéo donc était une brillante démonstration du double traitement entre hommes et femmes par les médias. Je voulais savoir, dans ce contexte, ce que vous faites, vous, pour assurer une parité au sein de Blablacar et même plus généralement dans la French Tech, sachant que pour l'instant, les femmes dans la tech et les entrepreneuses sont quand même extrêmement sous-représentées à ce jour. On va rappeler que la campagne, c'était comme si je vous posais la question, vous avez acheté où votre cravate? Vous avez acheté où c'était même votre coiffeur, c'est qui quelle est votre morning routine? Oui. Je ne savais même pas ce qu'était qu'une morning routine. Mais donc oui, non, c'était très... déjà, alors pourquoi j'avais participé à cette campagne-là? C'est aussi parce que je pense que l'humour est une très très bonne manière de mettre le doigt sur des sujets plus graves. C'est-à-dire ça permet de les amener plus loin et justement d'ouvrir le débat. Donc j'avais été très, très heureux de participer à cette campagne-là.
là. Ensuite, sur la féminisation chez Blablacar, on est à 43% de femmes. Donc pour une boîte de latex, c'est pas mal. Mais à la tête, moi, ce qui m'intéresse, et à la tête, c'est toujours, 33% dans les fonctions dirigeantes. Donc voilà, enfin de femmes. Alors évidemment, on pourrait faire 50%, mais enfin déjà, on va dans la bonne direction. Et après, sur ce qui est plus généralement pour tout l'écosystème tech, je pense qu'il nous manque encore aujourd'hui des rôles modèles. Il faut mettre beaucoup plus en avant toutes les femmes qui sont à la tête de sociétés. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, il faut les mettre en avant parce que c'est aussi ça qui inspire la génération d'après. Ouais. Parce que techniquement, enfin après, on dit toujours ah oui, alors vous devriez recruter plus de femmes. Techniquement, quand vous avez 100 candidats qui se présentent et qu'il y a 8 femmes et 92 hommes qui se présentent pour un poste, même si vous faites tous vos efforts, vous avez de bonnes chances de finir au bout avec quand même plus d'hommes que de femmes. Enfin, sinon, ça devient carrément de la discrimination positive et c'est assez compliqué. Oui, mais enfin, dans le sens vraiment totalement volontaire, en prenant 8 ou 10 ou 12% versus 90% de l'autre côté. Et je pense que la problématique, elle vient d'avant. On ne peut pas tout réparer ensuite. Donc, il faut plus de maths à l'école, ça on pourra en parler. Et aussi, il faut aller plus dans la direction de montrer que hommes et femmes sont parfaitement égaux par rapport aux maths, par rapport aux sciences, par rapport à à l'informatique. Et donc ça se joue aussi avant. Et je pense que les rôles modèles sont importants. Il faut plus de femmes rôles modèles. Alors Frédéric Mazella, une question qui nous arrive de New York via Vincent Nuzel. Bonjour Frédéric, je suis Vincent Musel, diplômé de 2008 et aujourd'hui directeur du bureau de représentation d'HEC Paris pour les États-Unis, donc basé à New York. Ça fait plusieurs années que je vis ici aux États-Unis. J'ai pu utiliser à différentes occasions, avec un succès et une satisfaction toujours un peu mitigée, des applications et des services équivalents à Blablacar, que ce soit en carpool ou aussi pour les trajets en bus entre les grandes métropoles américaines, surtout sur la côte Est. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix des carburants, avec la faible alternative que représente le train et aussi la prise en compte des enjeux environnementaux liés au déplacement en avion, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce type de service, de covoiturage ou de trajet en bus. Donc ma question est très simple, vous avez certainement déjà réfléchi à cette opportunité. Quelles ont été les conclusions de vos réflexions? Prévoyez-vous de venir conquérir le marché américain? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Merci beaucoup. La question des US, je pense que ça fait depuis le début de Blabla qu'on se la pose. En fait, alors, juste Lyft, avant de s'appeler Lyft, s'appelait Zimride et il faisait, alors après notre lancement, mais il faisait un petit peu du covoiturage longue distance. Ils ont essayé de démarrer notamment l'axe San Francisco-Los Angeles. Ils n'y sont pas arrivés, pourtant ils avaient levé 10 millions de dollars et ensuite ils ont pivoté sur Lyft qui est donc l'équivalent d'un Uber, même si le positionnement de marque et la communauté sont différentes. C'est un service de type taxi VTC. Et donc ça peut nous laisser penser que sur le marché américain, il y a quelque chose de cassé pour le covoiturage longue distance parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, alors je suis étonné qu'il ait utilisé des services qui ressemblent à Blablacar. Alors pour le bus, je pense qu'effectivement il peut y en avoir. Pour le covoiturage longue distance, à ma connaissance, il n'y en a pas, ou en tout cas pas du tout de l'ampleur de ce qu'on a en Europe avec Blablacar. Et donc les raisons qui peuvent expliquer ça, il y a effectivement le prix de l'essence. Alors il en parlait, le coût du carburant monte, donc peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité et qu'il faut justement aller réétudier. Mais autrement, l'incitation pour les conducteurs à les partager financièrement, elle est, ou elle n'était pas en tout cas assez forte, de par le prix du carburant, mais aussi le fait que les autoroutes sont gratuites, que les assurances de voitures sont moins chères, que les voitures sont moins chères, que le pouvoir d'achat est supérieur aux États-Unis. Donc en fait, l'incitation pour un conducteur à aller partager ses frais de déplacement, elle est très faible aux États-Unis. Et on pense que c'est ça qui a en partie empêché le développement du covoiturage tel qu'on le connaît ici. Il faut voir que quand je discute avec des Américains et qu'on parle de Blablacar, ils me disent « Ah, you're like Uber ». Ben, je dis non, on n'est pas comme Uber, en fait c'est différent. Ah, so you're like Lyft. Je dis non plus, on est comme Blablacar, en fait c'est différent. Et ce qu'on fait n'existe pas aux États-Unis, ce qui pour un Américain généralement est assez surprenant parce qu'il pense que n'importe quelle plateforme technologique est née en Californie. Oui, tout part de chez eux. Dernière question de Lancelot Salomon, on l'écoute. Bonjour Frédéric, je suis Lancelot Salomon de la promotion HEC 2022, fondateur d'Instant, application de covoiturage instantané. Et ma question pour vous, c'est comment êtes-vous parvenu à vous faire connaître par 20 millions de Français?
Il est très intéressé aussi. Parce que... Oui, je vois bien. Je vois bien. Bah, en fait, il y a eu plusieurs... alors déjà, pas tout seul. Ce qui nous a fait connaître, c'est plutôt le bouche à oreille. C'est principalement les gens qui utilisaient Blablacar, qui en parlaient à leurs amis. Donc, pour réussir à créer ça, il faut créer une bonne expérience, il faut créer un produit qui rend service, qui fait plaisir à tout le monde. Et après, de manière un petit peu plus... détaillé ou technique, il s'est passé pour nous à différents moments des opportunités de communication extrêmement fortes. Alors c'est vrai que je me souviens de la grande grève SNCF en 2007 où en fait quand on a parlé du fait qu'on existait, tout simplement ça a été repris par 500 médias. Mais 500, donc vraiment beaucoup. Donc ça a fait connaître le service aussi à différents moments, même si nos serveurs étaient plantés complètement quand il y avait une telle exposition médiatique. Au moins, ça nous a fait connaître et juste après, on a pu amener un service petit à petit. Il faut des grèves, c'est ça que vous lui dites finalement. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que je pense que en France, on a réussi à naître par le fait que, justement, on a été mis en avant quand il y avait des grèves. On n'aurait pas eu du tout le budget marketing pour se payer une campagne qui aurait pu nous donner une notoriété équivalente. Donc, je ne sais pas si Blablacar aurait pu naître dans un autre pays. Après, pour les autres pays, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, quand on est arrivé, on avait levé des sous, donc on a pu faire du marketing, de la pub, se faire connaître de cette manière-là, parce qu'il n'y avait pas forcément... Mais en Russie, très rapidement, parce qu'on a déjà explosé les compteurs, mais en Russie, vous êtes bien fait connaître, il n'y avait pas vraiment de grève en Russie. Non, mais il y avait là un système de train qui était perfectible, on va dire. Et donc, en fait, les alternatives, c'est pareil. Au Brésil, il n'y a pas de train. Donc, déjà, on commence par là. Il n'y a pas de train, il y a des bus et des avions. Et donc, après, quand on arrive, il y a quand même un déficit de moyens de transport de ville à ville, puisqu'il n'y a pas de train. Et donc, vous arrivez avec une solution qui le fait. Le covoiturage, parfois, est la seule solution pour relier deux villes. Voilà la réponse. C'est quasiment fini. Il nous reste à peine 5 minutes, Frédéric. Là, c'est les questions un peu de vie de poche qui servent de conclusion. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous referiez Blablacar dans le contexte d'aujourd'hui et puis, quel regard vous portez maintenant sur votre bébé qui est devenu adulte? Alors, si c'était à refaire, oui, 10 fois, quoi. Oui. C'est sûr, c'était très dur. Mais oui, je pense que ça fait partie des services où on se dit, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer à un moment quand même. Et c'est d'ailleurs toujours ça qui m'a motivé. Je me disais, bon, ça n'existe pas, c'est pas normal. Cette chose-là doit exister. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné beaucoup d'énergie pendant toutes ces années à travailler 100 heures par semaine pour le faire exister. C'est que je pensais que ça devait exister. Donc, après, quel regard je porte je suis plutôt content surtout de la culture qu'on a réussi à construire chez Blablacar, qui est une culture bienveillante, apprenante, aidante, avec beaucoup de principes qu'on a mis en place, à la fois du droit à l'erreur qui permet de justement essayer des choses nouvelles, apprendre et faire mieux, de l'entraide. Alors on a des principes qui disent share more, learn more, plus on partage, plus on apprend. Il y a fail, learn, succeed, donc on échoue, on apprend, on réussit. Quel est dans ces 10 principes que vous résumez dans votre bouquin, celui qui est le plus difficile à appliquer à votre sens? Fail, learn, succeed n'est pas très facile, parce que ça veut dire qu'il faut aller écrire sur les murs fail. Il faut aller écrire échec sur les murs quand même. Faut l'assumer. Faut l'assumer. Faut dire oui, des fois, on se plante. On essaye des choses, ça marche pas. Par contre, on n'a pas le droit de faire fail, fail, fail. Parce que forcément, sinon, on n'avance pas. Donc, il faut faire fail, learn, succeed. Et vraiment, le chemin entre l'échec et la réussite, c'est l'apprentissage. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend. Et pour vous, c'est justement la grande différence entre le manager et l'entrepreneur, ce droit à l'échec? Peut-être parce qu'il faut tester plein de choses pour savoir ce qui marche. On n'est pas sur quelque chose qui marche immédiatement. On est sur une exploration de ce qui fonctionne. Après... Donc ça, c'est celui qui est peut-être le plus dur à vraiment afficher, revendiquer. Celui qui est le plus salvateur sur le long terme, je pense, en tout cas, c'est share more, learn more. C'est-à-dire plus on partage, plus on apprend. C'est extrêmement important de partager ce qu'on apprend dans une entreprise. Pourquoi? Parce que justement, quand vous innovez, très souvent, vous êtes le seul sur votre sujet. Donc si les personnes qui sont les seules sur un sujet ne partagent pas avec leurs collaborateurs du bureau d'à côté ou du département derrière, l'organisme entier ne va pas apprendre à la vitesse qu'il devrait par rapport à l'activité qu'il est en train d'adresser. Donc c'est extrêmement important d'avoir une culture apprenante et partageante pour le long terme. Dernière question. Blablacar, l'avenir, ça passe par la bourse ou ça passe par une session? C'est possible. Alors, il ne faut jamais dire jamais. Ça, vous me dites rien ça, alors, on se connaît depuis longtemps. Mais oui, mais parce que c'est vrai. Vous me dites ça depuis, mais comme quoi c'était vrai.
Comme quoi c'était vrai. Je ne sais pas exactement ce qu'on va choisir comme schéma pour le futur. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on arrive à une configuration de croissance rentable, ce qui est déjà, j'ai envie de dire, la première étape avant de penser la suite. Et on verra, je ne sais pas, dans 2-3 ans, ce qui peut se passer. Mais ça fait effectivement 5-6 ans que je dis on verra dans 2-3 ans ce qui peut se passer. Et j'avais bien raison de le faire. On verra. Merci Frédéric Mazzella. Vincent, on se retrouve le mois prochain. Absolument. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.